Honorable Soukou Mohamed, député de Dabou, Honorable Molo Nando Martin, coup d'union Stéphane de Vox Populi, Monsieur le représentant du maire de Dabou, distingués chefs traditionnels et religieux, chers membres de la délégation du PDCI, de l'AIRD, camarades vice-présidents, secrétaires généraux adjoints, secrétaires nationaux du FPI, camarades fédéraux, camarades SG de section, camarades militants et militantes du Front populaire ivoirien, chers amis de la presse, population du Léboutou, mesdames et messieurs, à vous tous qui êtes présents en ce lieu aujourd'hui, population de Dabou, peuple du Léboutou, je voudrais vous adresser mes salutations les plus chaleureuses. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements. Remerciements d'abord aux autorités administratives qui ont dégagé de leur temps pour nous accueillir dès que nous sommes entrés dans cette ville. Leur accueil chaleureux et leur sens du devoir républicain m'ont énormément touché. Aux autorités coutumières, aux autorités religieuses pour leur présence qualitative, mais également quantitative. Cette présence-là donne un cachet spécial à cette cérémonie. Mes remerciements vont également à l'endroit des responsables et des élus des partis politiques frères et singulièrement ceux du PDCI. Je les salue pour leur implication effective dans l'organisation de toute cette cérémonie de commémoration et je les salue pour leur présence distinguée. Un pays qui se respecte, un pays qui vit la démocratie, un pays qui respecte les valeurs de la démocratie, pratique ce que nous voyons aujourd'hui ce matin. Je ne peux pas achever mes remerciements sans m'adresser particulièrement à mes camarades, à mes frères du Front populaire ivoirien. Vous savez, pendant ce temps de crise, Dabou s'est illustré, toute la vaillante population de Dabou s'est illustrée par son soutien à tous les déplacés qui fuyaient à Abidjan. Et qui sont venus chercher secours dans vos plantations, dans vos villages, dans vos campements, dans vos maisons. Et vous les avez accueillis. Et vous les avez protégés. Vous les avez nourris. Vous les avez soignés. Même ceux qui étaient incarcérés à la prison civile de Dabou, même ceux qui étaient incarcérés à Kachola,
Aboundiali, Abouna. Vous avez trouvé le moyen de vous organiser et de leur venir en aide. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse vos vies. Que le Seigneur bénisse vos familles. Que quels que soient les problèmes qui se posent en Côte d'Ivoire, que la main du Seigneur repose sur vous. Vous savez pourquoi nous sommes ici? Je ne vais donc pas m'attarder là-dessus. 6 août. Voilà que la date du 6 août est devenue une date mémorable. Le 6 août. Peut-être que Dieu veut nous dire quelque chose. Peut-être que Dieu veut nous dire que la date du 6 août dans la Côte d'Ivoire est une date que nous devons garder marquée d'une croix. Le 6 août, c'est-à-dire la veille du 7 août. C'est-à-dire la veille du jour de la libération de notre pays ou de la commémoration de la libération de notre pays. Le 6 août, une date qui a marqué le retour à la liberté du professeur Mémé Fouti. Ainsi, vous les initiateurs de cette fête, je voudrais vous saluer particulièrement. Il faut savoir dans la vie saisir les symboles, décoder les symboles, honorer les symboles, célébrer quand c'est nécessaire les symboles. Et c'est ce que vous faites. Je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude de m'avoir associé à la célébration et même d'avoir voulu coupler l'anniversaire de ma libération à la commémoration de la libération de notre grand maître à tous. Mesdames et messieurs les initiateurs de cette fête, c'est un grand honneur que vous m'avez fait. Et je vous dis merci. Merci pour cet honneur que vous m'avez fait. Peuple de Léboutou, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous permette comme ça chaque fois de jouer un rôle important dans la vie de la Côte d'Ivoire. Vous avez donné à la Côte d'Ivoire un homme illustre, un intellectuel émérite, que tout le monde en vit. Il avait une pensée profonde. Il avait des connaissances incommensurables. Il est votre fils. Vous l'avez mis au monde et vous l'avez donné à la Côte d'Ivoire. Vous avez donné les mêmes fautes à la Côte d'Ivoire. Mais c'est Dabou. C'est Dabou. Et vous savez quel est le rôle, tout à l'heure quelqu'un l'a rappelé, le rôle que Dabou a joué dans l'histoire du Front populaire ivoirien. Il fallait officialiser la naissance, il fallait formaliser la naissance du Front populaire ivoirien. On n'est pas allé chercher loin. On est venu à Dabou. Et après notre réunion à Dabou,
on est resté dans les plantations de Dabou et on a fait notre réunion tranquillement. Ça a été propre. Merci Dabou. Merci peuple Adjou. Nous sommes aujourd'hui une journée de souvenirs. Et nous essayons de nous souvenir des choses qui ont une valeur déterminante pour notre parcours en tant qu'être humain surtout, en tant qu'agent de l'histoire de notre nation. C'est pour ça que je vous rappelle que Dabou est une ville particulière dans l'histoire du Front populaire ivoirien. C'était les 19 et 20 novembre 1988, lorsque nous avons ici une vingtaine de personnes représentant le Front populaire ivoirien tout entier. Parce qu'il fallait se cacher du regard de ces messieurs qui sont debout là. Ils sont assis maintenant. Non, d'abord il y a celui qui est debout avec son chapeau là. Les policiers, les gendarmes, il fallait se cacher d'eux pour venir crier le Front populaire ivoirien alors que nous étions encore dans le parti unique. Il n'y avait pas de cadeau à cette époque. Et puis il fallait se cacher de ces dames et ces hommes qui sont en vert. Le vert, c'est la couleur de la tolérance, de l'espérance et même de la paix quelque part. Mais à cette époque-là, aïe 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 aïe. Mais aujourd'hui, on va passer ça. On va surtout se souvenir qu'il y a 59 ans, votre fils, un illustre fils de Côte d'Ivoire, originaire de la localité de Dabou, qu'il était libéré de prison le 6 1960, après 16 mois de détention. Et cette libération est célébrée encore ici, dans son village. Que de symboles, que de signes. Et comme je disais tout à l'heure, moi-même, par la grâce de Dieu, alors que je n'y pensais même pas, ainsi juste, la décision est tombée. Je suis libéré. Après 7 ans, 8 mois et 19 jours de détention. Nous sommes dehors maintenant.
Et je suis très heureuse d'être dehors. Parce que être détenu dans les géoles, je vous assure, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est pour ça que je demande encore, j'implore encore le Seigneur pour qu'il touche les cœurs des décideurs, de ceux qui ont le bic, qui signent les décrets, pour que ceux qui parmi nous sont encore en prison, qu'ils puissent à leur tour être élargis, qu'ils puissent rejoindre leur famille, qu'ils puissent rejoindre leurs enfants, qu'ils puissent rejoindre leurs maisons. Nous leur disons Yako, mais nous disons que nous avons encore de l'espérance en nous, n'est-ce pas? Dans toutes les prisons, dans le monde entier, il y a encore des personnes qui méritent d'être libérées, de retrouver leur liberté, de retrouver leur famille, de retrouver leurs enfants, de pouvoir exprimer librement leurs opinions, leurs sentiments, leurs pensées. Que le Seigneur ouvre les portes. Que le Seigneur ouvre un chemin. Là où on ne voit même plus de chemin. Et que ceux-là puissent également rentrer chez eux. Je pense particulièrement au président Laurent Gbagbo, à Blé. Je pense à toutes ces personnes qui sont en exil. Malheureusement, certaines familles meurent et ce sont leurs dépouilles que nous retrouvons ici. Que le Seigneur ouvre les portes. Et qu'il puisse rentrer parce que nous les attendons ici, en Côte d'Ivoire. Il n'est pas normal que des personnes qui ont été déclarées acquittées soient encore maintenues hors de chez eux, hors de leur pays, hors de leur famille. Que le Seigneur entende ma voix, qu'il entende nos cris, qu'il entende nos prières. Pour finir sur ce chapitre, permettez-moi de dire encore merci. Un an après ma libération, merci à tout le monde. Merci à ceux qui ont prié pour que je sorte. Merci à ceux qui ont plaidé ma cause auprès des décideurs. Merci à ceux-mêmes qui ont décidé. Merci au chef de l'État. Je n'ai pas dit ça. Merci à lui qui a laissé Dieu toucher son cœur et qui a signé la décision d'amnistie. Merci à tous ceux qui,
depuis que j'ai recouvré la liberté, ont accouru en grande masse à la Riviera pour me saluer, pour manifester leur sympathie, pour manifester leur soutien, pour me couvrir de dons de toutes sortes de cadeaux qui ont exprimé leur joie, leur affection, leurs émotions. Vraiment, toute la Côte d'Ivoire est venue me saluer. Je voudrais dire merci au peuple de Côte d'Ivoire. Je voudrais dire merci à la Côte d'Ivoire tout entière. Tous les partis politiques sont venus me saluer. Tout le monde est venu me saluer. J'ai été vraiment touché. J'ai été touché. J'ai été touché. Que le Seigneur bénisse le peuple de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un peuple extraordinaire, magnifique, en bonté, en amitié, en sympathie. Mais parlons un peu de Lemel Fauté. Parce que c'est grâce à lui que nous sommes ici aujourd'hui. C'est un homme qui a eu une trajectoire de vie magnifique, extraordinaire, un penseur puissant. Mais nous n'allons pas nous étendre là-dessus, nous dirons juste quelques mots sur son combat politique. Très tôt, Lemel Fauté s'est engagé dans le combat pour la libération de l'Afrique. Pas seulement de la libération des Adjoutours, pas seulement la libération même de la Côte d'Ivoire, mais la libération de l'Afrique tout entière. Nous étions des États colonisés dans l'Afrique. Dès 1958, alors qu'il était encore étudiant, il a renoncé à une bourse que les Français avaient donnée pour voler au secours de la Guinée de Sékou Touré. Je suis sûr que vous savez ce qui s'est passé à cette époque. Le débat pour l'indépendance de l'Afrique. Ce débat-là battait son plein. Et le général de Gaulle lui-même a entrepris une tournée dans toute l'Afrique francophone pour parler avec les chefs. Et il leur a dit, vous avez le choix. Ou bien vous prenez votre indépendance et vous êtes libre. Nous vous barrons alors de notre liste, nous nous retirons et nous rentrons chez nous. Ou bien, comme nous vous avons fait beaucoup de bien et que nous avons l'intention de vous faire encore plus de bien, vous acceptez de rester sous notre couverture. À ce moment-là, vous ne prenez pas votre indépendance, vous restez dans le giron français et nous vous proposons un contrat qu'on va appeler la communauté française. Alors, les chefs d'État africains qui ont été interpellés de la sorte ont tous décidé de continuer de vivre, n'est-ce pas, dans la communauté française. Il y a
un seul, le président Sékou Touré de Guinée-Conakry, qui a dit, moi, je me suis battu pour que mon pays et que mon peuple deviennent indépendants. Moi, je prends mon indépendance. Et donc, Sékou Touré est devenu chef du premier État africain francophone indépendant. Les Blancs ont estimé que ça, mais c'est un crime de lèse-majesté. Comment? Nous, Français, tu veux nous quitter, tu vas voir. Et donc, ils lui ont coupé tous les ponts. Ils ont assiégé son pays de 1000 manières. Il y a des intellectuels africains qui étaient en France, qui étaient en Afrique, qui étaient des panafricanistes, des patriotes, qui ont dit que ça, là, on ne peut pas laisser. Sékou Touré est dans la tourmente, il faut que nous allions l'aider. Memel Foté a été au nombre de cela. Il a abandonné ses études. Et il est parti aider Sékou Touré. Vous comprenez que les Français ne pouvaient pas lui pardonner ça. Vous comprenez pourquoi il s'est retrouvé en prison juste à la veille de l'indépendance. Mais vous voyez, ce phénomène-là qui a été vécu, c'est un phénomène que lorsqu'on étudie les livres sacrés, lorsqu'on étudie la Bible, on retrouve ce phénomène-là dans la Bible. C'est bien décrit. Vous êtes esclave. Dieu dit qu'au bout de 50 ans, le chef esclavagiste là, il doit vous redonner votre liberté. C'est ça qui a donné lieu aujourd'hui à la fête qu'on appelle le cinquantenaire. C'est une loi divine. Vous n'avez pas le droit de maintenir esclave quelqu'un, même si la personne vous doit. Mais dès l'instant où vous avez maintenu la personne sous votre esclavage pendant 50 ans, la 50e année, vous devez redonner sa liberté à cette personne. Mais là aussi, quand vous lisez le texte, vous voyez qu'il y a une possibilité, il y a un choix. On a toujours le choix. Soit vous acceptez de prendre votre indépendance, et quand vous prenez votre indépendance, c'est un risque que vous prenez. Pendant 50 ans, vous avez vécu, n'est-ce pas, sans responsabilité, sous la tutelle d'un maître. Et là, quand vous allez sortir, il faut maintenant vous débrouiller. Vous êtes libre, c'est vrai, mais il faut pouvoir manger, trouver une maison où dormir, élever vos enfants, vous soigner quand vous êtes malade, habiller vos enfants. Quelquefois même, vous êtes resté tellement esclave que vous ne savez même plus assumer une responsabilité vous-même. Donc il y en a devant ce risque-là qui préfèrent reculer. Ils préfèrent reculer et qui disent, comme mon maître là, il n'a pas été méchant avec moi. Il s'est occupé de moi. Il m'a même donné une femme à marier. Ou bien, si c'est la femme, elle dit, il m'a même donné un mari. Aujourd'hui, j'ai des enfants. Là, j'ai un confort minimum. Bon, c'est vrai, hein, je n'ai pas toute la liberté, mais j'ai quand même un confort minimum. Donc, je préfère demeurer dans mon statut d'esclave.
C'est ce que nos chefs d'État africains ont fait comme choix à cette époque-là. Et dans la Bible, on appelle ça la liberté d'oreille percée. Vous voyez que c'est la loi spirituelle qui gère la vie sur terre. Quand tu choisis l'indépendance d'oreille percée, ça signifie que tu choisis de continuer d'être esclave. C'est ce que tu aurais dit au Kony. Au Kony n'est pas fait. Koutoubou, moi je veux ma liberté. Et le même faute est d'aller aider ce que tu veux. C'est pour ça qu'il faut lui rendre hommage. Aujourd'hui, nous nous débattons après 50 ans d'indépendance d'oreille percée. Nous nous débattons pour accéder à l'indépendance véritable. Que Dieu nous vienne en aide. Que l'Esprit Saint nous aide à rattraper le temps et que nous nous en sortions. Mais nous allons nous en sortir. Mais même, il a été un grand érudit. Il était lui-même enseignant à l'université. Il était chercheur, il était anthropologue, il était sociologue, il était philosophe, et c'est donc à juste titre que le président Laurent Gbagbo lui a confié la mise en place de l'Académie de la science, des cultures et des arts d'Afrique et de la diaspora, qu'on appelle aujourd'hui la SCAD. Et pour toutes ces qualités-là, il a été même un grand érudit enseignant au Collège de France. C'est une institution illustre française où ce sont les plus grands universitaires qui vont donner des cours à des professeurs d'université. Et il a été enseignant là-bas. À cause de toutes ces qualités-là, dans nos milieux, on appelait Memel Montagne. Ou bien encore Memel Baobab. Ou bien encore Memel Obotomeli, le sage. Tout ça, c'était pour lui. De son vivant, ce grand monument-là était de tous les rendez-vous de la lutte pour la dignité de l'homme noir et pour l'indépendance véritable de nos pays. C'est pour ça que nous serons toujours fiers de Memel Foté, nous serons toujours reconnaissants à Memel. Il reste un maître. Il est mort, mais il reste un maître. Il reste aujourd'hui encore un modèle. Et frère,
du Front populaire ivoirien, même les frères du PDCI, même les frères de tous les autres partis politiques qui sont ici présents. Je voudrais qu'à sa suite, que nous apprenions à comprendre notre société. On ne peut pas aller loin dans la profondeur de la pensée si on ne comprend pas, si on ne connaît pas, si on n'apprécie pas, si on n'aime pas sa société. Il faut apprendre à devenir un guide compétent, un guide efficace, un guide talentueux de notre société, qui accepte de prendre les risques qu'il faut, de sacrifier son intérêt personnel, son intérêt propre, pour songer, pour se battre pour les intérêts de sa société. Frère fédéral, il faut ici, là, à Daba, dans le Leboutou, il faut battre pour que le FPI devienne un parti qui s'intéresse, qui se soucie de la société, de sa société. La politique là, c'est pas en l'air. La politique là, c'est au sol. La politique, c'est quand tu gères, c'est quand tu agis, c'est quand tu interviens, c'est quand tu impactes ta société, que tu guides, que tu es leader, que tu es leader, que tu es leader. C'est ça. Il faut œuvrer pour faire du FPI un appareil puissant. Le FPI, un appareil puissant, incontournable, ici, à Daba. Un appareil dynamique, un appareil performant. Maîtriser le terrain politique, ça exige que vous ayez des choses dans la tête. C'est pour ça que je dis, mais Maître Fouté demeure un maître. Si vous n'avez rien dans la tête, hein, vous allez comme ça, comme le nénuphar sur la lagune, être emporté au gré du vent, au gré du courant. Être un bon fédéral, un bon chef, ce n'est pas se contenter de créer des comités de base, de créer des sections. Ça sert à quoi vous créer des comités de base dans un village si vous ne maîtrisez pas le village? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut s'intéresser aux problèmes de la vie des populations. C'est pour ça que j'ai été contente tout à l'heure quand j'entendais le message de mon fédéral qui évoquait les problèmes qui sont vécus ici. Problèmes dans la filière de l'EVA. Mais vous avez évoqué ce problème, c'est bon. Mais vous savez, la réponse que je donne toujours, moi, c'est que dans nos pays, dans nos économies, nous faisons des choses souvent par saison. On a fait la saison du café, du cacao, avec les blancs pendant quelques temps. Et puis après, on est passé à la saison de l'ananas, de la banane poyo. Après, on est passé à la saison de l'EVA. Après, on est passé à la saison du palmier à huile
Après, on est passé à la saison de l'anacarde au nord. Mais quand on a brasse ces saisons-là et ces cultures, on oublie que quand il y a produit l'anacarde, c'est pour que l'anacarde soit consommée. C'est pas pour que ça pourrisse dans le champ. Quand tu as planté l'EVA et que tu as mis tout ton argent pour récolter l'EVA, pour récolter le latex, c'est pas parce que ça reste dans les, comment vous appelez ça, les tasses. C'est pour que ce soit vendu. Quand on a produit le café et le cacao, ce n'est pas pour que le café et le cacao restent sur les clés où on va faire sécher le cacao, on va le mettre dans les sacs. C'est pour que ce soit vendu. Oh yeah. Mais au moment où tu t'en vas planter le VA, est-ce que tu as déjà réfléchi à où je vais vendre, à qui je vais vendre, combien je vais vendre, avant d'aller faire ta plantation? Souvent, on ne pense pas à ça. Hein? On a même eu des situations en Côte d'Ivoire où le planteur lui-même qui produit le café, le cacao, le VA, la banane poyo, l'ananas, il dit, mon fils, je te mets à l'école, moi je ne sais pas lire et écrire, donc je fais l'agriculture. Mais toi, je te mets à l'école, c'est pour que tu ailles devenir professeur d'université, médecin, ingénieur. Je ne vais pas te voir ici au champ. Les parents, vous ne disiez pas ça. Mais si les enfants ne vont pas à l'école pour étudier, pour savoir comment on va transformer le latex pour produire les chaînes qui sont là, vous allez vendre votre latex à qui et où? Donc moi, ma réponse, c'est que c'est vrai, on est en crise. Mais vous voyez, c'est toute l'agriculture qui est en crise. Parce qu'on n'a pas apporté les réponses qui conviennent. Et on dit, l'État n'a qu'à venir faire. L'État n'a qu'à faire ça. L'État n'a qu'à faire ça. C'est vrai. L'État a une grande responsabilité. Aujourd'hui, on peut dire, les taxes de l'État là, c'est trop. Ça décourage même les quelques investisseurs qui auraient voulu venir créer les usines ici pour transformer. Donc, messieurs de l'État, réduisez les taxes. Et je suis d'accord avec vous quand vous dites ça. Mais en même temps, je dis, nous sommes des êtres humains. Nous avons la responsabilité de notre devenir, la responsabilité de notre avenir. Nous devons sortir de nous-mêmes les solutions à nos problèmes. Nous devons sortir de nous. Nous devons sortir de l'attitude d'assistance où on attend que ce soit toujours les autres qui trouvent les solutions. Est-ce que vous voyez? Quand je dis ça, quelquefois, je choque certaines personnes. Mais c'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, dans notre pays, le temps est arrivé pour que nous-mêmes nous transformions sur place ici tout ce que nous produisons.
ne sait pas qu'avec le latex, là, les Blancs fabriquent les pneus de voitures que nous achetons? Qui ne sait pas ça? Et pourtant, il y a eu un temps où le latex ici, le kilo de latex était acheté jusqu'à 1000 francs. Il y a de paysans, de producteurs qui se sont assis pour dire le latex là, aujourd'hui, ça coûte 1000 francs, c'est acheté 1000 francs. Sur les 1000 francs là, prenons chacun 10 francs pour mettre de côté pour faire. Hein? Il y en a combien à Dabou ici? Hey, je pose la question. Il y en a combien? Chef, il y en a combien? Il y en a combien? Quand le café est vendu à bon prix, ils ont coupé ton argent. Ils ont coupé ton argent, Yako. Ils ont pris ton argent, Yako. Donc, aujourd'hui, là, il est important que nous changions nous-mêmes notre mentalité pour arriver à prendre nous-mêmes des initiatives, à intervenir nous-mêmes dans la transformation. Il ne faut pas que nous attendions uniquement les... quels sont les pays qui viennent acheter là? Les Indiens, hein? Les Chinois, les Singapouriens. Hein? Et là, leur pays est plus petit que notre pays. Mais ils ont un comportement vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de l'activité économique qui est totalement différente. On n'a qu'à faire ça. On n'a qu'à faire ça chez nous. Je passe à une autre plante. Hein. Je passe au manioc. Qui ne sait pas que la tchéké à Djoutourou là est un des atchékés les plus prisés en Côte d'Ivoire ici? Qui ne sait pas ça? Aujourd'hui là, la tchéké est tellement demandée dans nos pays voisins africains que les Chinois aujourd'hui produisent de la tchéké. Voilà. On est en Côte d'Ivoire, hein? Mais ce sont les Chinois bientôt qui vont venir nous vendre la tchéké en Côte d'Ivoire. Or, est-ce que vous savez que avec la tchéké, avec le manioc, on peut produire la tchéké, bien sûr, ça vous le savez. On peut produire le placali, ça aussi vous le savez. On peut produire le congodé, c'est vrai. Ça aussi vous le savez. On peut produire le gari, ça aussi vous le savez. Mais vous savez aussi que avec l'amidon qui sort du manioc, on peut faire de la colle. Hein? Ça aussi vous le savez. On produit du tapioca avec la farine du manioc. Ça, tout ce que je suis en train de dire là, c'est ce qui est alimentaire. Mais vous savez aussi que avec
le manioc, on peut produire la vaisselle jetable. Ça se produit avec le manioc. Ça, vous savez ça? Ah oui. Quand vous allez acheter dans les magasins les assiettes jetables, les cuillères jetables, vous savez que ça se produit avec la tchéka, avec le manioc. Et oui, vous savez qu'avec le manioc, on peut produire les papiers, les sachets jetables, mais qui sont bien parce que ce sont des sachets qui sont biodégradables, alors que les sachets actuels qui sont les sachets plastiques là, ce ne sont pas des sachets dégradables, biodégradables, donc qui tuent la terre. Vous voyez qu'avec le manioc, on peut même faire de l'électricité. Oui. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec le manioc. Le manioc est une plante extraordinaire. C'est une plante miraculeuse. C'est une plante en or. Vous avez une troisième chose qui est très importante ici. C'est les plantes d'eau. Vous avez des lagunes. Vous avez des rivières. Vous savez que en Côte d'Ivoire, sur 300 000 tonnes de poissons consommés en Côte d'Ivoire, il y a seulement 100 000 tonnes qui sont produites par les Ivoiriens. Tout le reste là, c'est importé. Ça vient des autres pays. La Chine, etc., etc. Mais Dieu nous a donné l'eau là pourquoi? Frère Adjokourou, Dieu nous a donné les lagunes là, c'est pour faire quoi? C'est pour nager dedans? Je m'arrête là pour tout ce qui est économique. Parce qu'il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Dans le sol, ici, à Adjokourou, on a des argiles de meilleure qualité. Nous autres là, quelquefois, quand je pense à ça, ça me fait penser à un homme qui a un sac rempli de pierres aurifères. C'est-à-dire, il y a de la pierre, quand tu traites ça, ça donne de l'or. On a ça, hein? Et puis on a mis ça dans des sacs bien fermés comme le sac de cacao là, bien attaché. Et puis on utilise ça comme un tabouret. On est assis dessus. Et puis, au bord de la route, on tend la main et puis on mendie. Et on mendie. Et le blanc, qui lui, il sait ce que c'est que cette pierre. Il vient et dit, oh, si vous voulez, moi, je peux vous donner un petit peu de riz, quelques kilos de riz, des sacs de riz. Hein? Et puis, en contrepartie, vous me donnez votre sac de pierre. Et puis, le nègre dit, je vais faire quoi la pierre? Comment on dit ça dans le groupe? Je vais faire quoi la pierre? Hein? Voilà. Et puis il donne le sac là au blanc. Et le blanc prend, le blanc ça va transformer. Et le blanc vient lui vendre l'or qu'il aime. Il va offrir l'or à sa femme. Hein mon frère? C'est pas ça? Il va venir offrir l'or là à sa femme. Et puis il est content, il a eu 2 sacs de riz.
Voilà l'Afrique. Nous devons transformer notre mentalité. Fédéral, ça fait partie de ton travail. De transformer la mentalité de la population. Tu veux passer à un autre problème que je ne peux pas ne pas aborder parce que nous avons fait le congrès de Mousse. Et à Mousse, nous avons décidé que l'FPI désormais va aller aux élections. Donc, j'annonce à toute la population de Gabon qu'en 2020, le Front populaire ivoirien sera aux élections. À toutes les élections. Et on ne va pas aux élections juste pour participer. Ouais. On gagne. On va aux élections, c'est pour gagner. Et pour gagner des élections, on n'a pas besoin de tricher. On n'a pas besoin de prendre les armes. On n'a pas besoin de pratiquer la violence. Mais on va gagner naturellement. C'est pour ça que dès à présent, nous posons le problème de l'indispensable nécessité de faire d'opérer les réformes qui sont nécessaires. Réforme de la CEI. Réforme de la CEI. Je dis réforme de la CEI. Parce que c'est encore fait. Monsieur les députés. C'est pas encore fait. Je n'ai surpris rien. Nous devons réclamer la réforme des textes qui régissent les élections. La réforme du découpage électoral. La réforme, la révision des listes électorales. Et nous devons puissamment intervenir dans le débat de la carte d'identité. Le débat, il doit aller jusqu'à son terme. Mon dernier sujet, c'est la réconciliation. Parce que tout ce que j'ai dit là, on ne peut même pas l'entreprendre si on n'a pas démarré la réconciliation. Pour qu'on puisse faire des élections sérieuses, il faut qu'on puisse aller faire campagne. Il faut que dans les quartiers, les gens puissent se déplacer et faire campagne. Il faut que je puisse rentrer dans la maison de mon voisin pour parler avec lui et pour faire campagne. Sinon, il n'y a pas d'élection. Il faut que de Benoît, je puisse aller à Tengereda pour faire campagne. Il y a un candidat aussi là-bas. Ah oui? Et que j'ai un candidat. C'est pour ça que la réconciliation est vraiment indispensable. Mais quand je parle de réconciliation, il y en a qui sont troublés. Il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui se disent, mais la dame là, comme
quand les choses se passaient là, on l'a arrêté vite. Donc, elle s'est retrouvée en prison, à Oudjéné, à l'école de gendarmerie. Donc, elle n'a pas bien vécu ce que nous on a vécu ici là. La façon dont on nous a chicotés, la façon dont on nous a arraché nos biens, la façon dont on nous a tués. On dirait qu'elle là, elle n'a pas vu tout ça. C'est pour ça qu'elle parle de réconciliation. Il y en a même qui disent, elle et puis son mari là, mais vous savez que c'est des gens bizarres. On savait même depuis là, que quand ils allaient sortir là, ils allaient dire ça fait rien, il faut laisser, il faut donner à Dieu. C'est qui n'a pas dit ça? Faut laisser, c'est comme ça ils sont. Leur affaire de Jésus-Christ, on ne sait même pas si c'est eux seuls qui découvert Jésus-Christ et puis on ne peut même pas respirer. Bon. Il y en a qui sont venus le voir à l'école de gendarmerie pour dire, bon, on sait, on va vous suivre, mais avant que vous ne vous lanciez dans réconciliation, tout ça, laissez-nous quelques jours, on va régler, on va... Et puis après, vous allez venir pour dire laissez, et puis on va laisser. Mais je vous dis, la réconciliation, c'est quelque chose d'incontournable. On ne peut pas éviter ça. On ne peut pas sauter ça. On ne peut pas occulter ça. C'est indispensable. Mais quand je dis réconciliation, moi, dans mon esprit, il y a plusieurs choses que je vois. La première chose que je vois, c'est que la personne qui est victime, la personne qui a souffert, la personne qui a vécu dans sa chair tout ce qu'elle a fait, qui a perdu, quelquefois même ses parents, ses enfants, son mari, cette personne, elle n'a qu'à donner ça à Dieu. Elle n'a qu'à pardonner. Il faut que les victimes acceptent d'accorder leur pardon sincèrement à leur bourreau. Je ne dis pas comme ça en l'air, mais je dis, celui même toi-même, tu l'as vu en train de prendre ta voiture pour partir, tu l'as vu en train de te pourchasser, tu as été obligé de fuir. Tu dois lui accorder ton pardon. Tu le connais, mais il faut lui accorder ton pardon. Et quand je dis ça, je ne dis pas seulement à Dabou ici. Je ne dis pas ça seulement à Benoît. Je ne dis pas ça seulement à Abidjan. Mais je dis sur toute l'étendue du territoire. Et à tous les niveaux. Et les chefs de village, les chefs de communauté doivent s'impliquer dans ce débat-là pour convaincre les victimes d'accepter de pardonner au bourreau. Deuxième chose, il faut que les femmes, que les bourreaux
acceptent de reconnaître leurs fautes. Il faut qu'ils acceptent de confesser leurs fautes. Et il faut qu'ils demandent sincèrement le pardon de leurs victimes. Ouais. Et ceci à tous les niveaux. Dans tous les villages, dans tous les quartiers. Ce n'est pas seulement une affaire de débat politique des leaders de partis. Gbagbo Laurent s'assoit avec Bédié, avec Alassane Ouattara, avec, bon, on peut continuer de citer. Ce n'est pas seulement ça. Ça, c'est la facilitation du débat sur la réconciliation. Mais il faut que dans les quartiers, que dans les villages, il y a un tribunal traditionnel qui est assis et qui traite la question. Non pas pour que le bourreau soit matraqué, frappé. Non. Là, c'est la caméra. Il faut que dans les villages, le débat ait lieu pour permettre au bourreau de réintégrer la société, qu'il puisse revenir vivre dans la société, circuler dans la société sans risque d'être agressé, d'être chassé, d'être vilipendé, d'être doigté. Toisé, c'est ça, c'est meilleur français. D'être toisé. Mais pourquoi est-ce que c'est les deux? Quand je fais comme ça, là, qu'est-ce que je fais? Troisième condition. Il faut la restitution des biens qui ont été volés, qui ont été confisqués, qui ont été saisis partout dans le pays. Si à Odiélé, quelqu'un s'est trouvé spolié de son terrain, il faut que dans la réconciliation, on lui restitue son terrain. Si à Ma ou à Toulopleu, quelqu'un a été spolié de son champ, de sa plantation, il faut qu'on lui restitue sa plantation et son champ. On appelle ça la réparation. Le dernier point, c'est la réparation. La réparation par les auteurs des préjudices, que ce soit un préjudice moral, que ce soit un préjudice physique, mais les préjudices subis par les individus, par les collectivités et même par l'État. Il faut qu'il y ait réparation de ces préjudices-là par les auteurs des préjudices. C'est pourquoi moi je voudrais exhorter les Ivoiriens de toutes les régions et de tous les bords politiques à s'engager résolument dans ce processus de réconciliation. Regardez, Gbagbo Laurent, il est à La Haye là-bas.
Et pourtant, il crie depuis la haie, réconciliez-vous, 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 Ivoiriens, réconciliez-vous. PDCI, entrez dans le processus de réconciliation. FPI, entrez dans le processus de réconciliation. Malinké, entrez dans le processus de réconciliation. Guéré, entrez dans le processus de réconciliation. Adjoutourou, entrez dans le processus de réconciliation. S'il dit ça, s'il dit ça, après tout ce qu'il a suivi, après l'humiliation qu'il a subie, après les tortures qu'il a subies, après tous les préjudices qu'il a subis, c'est parce que lui il sait que plus ton sacrifice de pardon est grand, plus tu peux convaincre les autres victimes de te suivre dans ton mouvement de pardon. Et ce pardon-là est un levier puissant, un levier motivateur. Et mon souhait, c'est qu'un grand nombre de victimes le suivent. C'est pour ça que je demande à tous les frères populaires ivoiriens de le suivre. C'est pour ça que je demande aujourd'hui, et je suis à l'aise pour le faire, pour demander au PDCI de nous suivre dans le mouvement de réconciliation. Donnons une chance à notre nation de se réconcilier, de ressouder l'unité de la Côte d'Ivoire. Pardonnons à nos groupes. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout et avançons dans la confiance, dans l'assurance, à la rencontre de toutes les autres populations de Côte d'Ivoire. Tendons-leur la main et relançons le processus de réconciliation qui est en panne et qui est garé quelque part. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire.